Chers internautes, bonjour, bienvenue pour le 85e Sitrep sur la Syrie avec Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde et bonnes vacances puisque les vacances commencent pour ceux qui partent. Ceux qui ont la chance de pouvoir partir. Oui voilà, on est le 11 juillet, le 12 je crois, 12 juillet et puis voilà, donc nous voilà, nous toujours fidèles au poste. Fidèle au poste, comme tu dis. Alors on va faire un premier point sur la Palestine, puisque tu m'indiquais en préparant cette émission qu'il y a eu récemment une grande réunion entre les organisations de la résistance palestinienne pour réagir de manière collective et concertée donc face au plan d'annexion intitulé Deal du siècle. Alors effectivement, face à ce plan d'annexion qui vise à annexer une grande partie en fait de la côte est, de la côte ouest du Jourdain et à Israël et de beaucoup d'endroits qui sont palestiniens aujourd'hui, ils visent à les annexer, le Ror palestinien aussi. Et il visait à les annexer à Israël suite à ce deal de Trump, en fait, à ce que Trump a stipulé, a décidé. Les réactions dans le monde ont été très nombreuses et très négatives par rapport à ceci. D'abord, au niveau de l'ONU, il est clair que ça a été taxé d'être illégal et violant toutes les décisions de l'ONU. Les décisions, bon, ça c'est sur le plan international, y compris d'ailleurs Macron a aussi pris position et a demandé à Israël de ne pas l'appliquer. Oui, mais il a demandé, mais si je peux me permettre, c'est comme toutes les réactions, je les trouve un peu molles, c'est-à-dire que on tape des doigts verbalement, mais en fait derrière il n'y a aucune sanction, alors qu'il y a bien d'autres pays qui sont victimes de sanctions diverses, à divers degrés, mais Israël échappe à toute sanction. Tout à fait. Alors, il s'est senti obligé, en fait, justement parce qu'il se sent défenseur du droit international en quelque sorte. Donc, il désavoue du bout des lèvres, hein, disons, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Raphaël. Mais en fait, face à ça, donc le peuple palestinien se bat, effectivement, il se bat tous les jours. Des grandes manifestations de masse en fait ont été organisées contre le deal du siècle, d'ailleurs qui ont systématiquement été agressées très violemment et férocement par l'armée israélienne, mais aussi l'ensemble des organisations palestiniennes ont commencé à bouger et ont demandé dans leur discours en fait qu'il y ait une unité entre les différentes parties palestiniennes, entre les différentes organisations palestiniennes. Et ces réunions, justement, là dernièrement, il y a eu une réunion qui a réuni pratiquement toutes les organisations palestiniennes et tous les chefs religieux et tous les notables palestiniens, mais aussi les organisations militaires, disons, qui elles ont dit pour les organisations militaires palestiniennes, ils avaient dit que de toute façon c'est une déclaration de guerre et qu'ils continueront à s'opposer et comme tel. C'est-à-dire avec les armes à ce type de décision et à ce type d'annexion. L'ensemble des organisations ont essayé de mettre en avant un esprit d'unité, une volonté d'unité contre ce plan et surtout une volonté d'unité dans la lutte et dans l'action, non pas une unité de parole, mais aussi pour faire un plan stratégique de lutte non seulement contre l'annexion, mais aussi pour la libération de la totalité de la Palestine. Alors ça a été rapporté par Al-Mayadeen, tu me disais ? Oui, et puis voilà, et donc pour certains, c'est pour la libération de la totalité de la Palestine, pour d'autres, c'est pour revenir aux frontières de 67.
Donc, c'est important de voir que de toute façon, il y a cette volonté d'unité d'un côté dans les directions de la résistance palestinienne, mais qui semble se confirmer, puisque là, c'est depuis plusieurs fois qu'ils se réunissent et ils affirment ça, mais aussi qui se concrétise par un plan, par une volonté de plan d'action commune pour la libération. Ah, il y a eu des grandes manifestations en Palestine, tu en parlais juste à l'instant, mais tu m'indiquais également qu'il y avait des grandes manifestations en Jordanie. Oui, il y a eu donc des manifestations communes palestiniens-jordaniens. Il y a eu de très grandes manifestations en Jordanie qui aussi affirmaient leur rejet de ce plan d'annexion et qui affirment leur unité avec le peuple palestinien et en disant tout simplement on est le même peuple et si nous sommes tous agressés par ce plan d'annexion, donc nous mettrons tout en œuvre pour le mettre en échec. Et il est hors de question de l'accepter. Voilà. Donc moi je pourrais dire c'est une bonne chose. Je voudrais saluer aussi tous les chefs religieux, notamment le patriarche Atallah Hanna qui avait aussi participé qui a participé à ces manifestations ou à ces appels, je dirais. Donc c'est le patriarche de Jérusalem et qui a été aussi victime d'une tentative d'assassinat en fait par empoisonnement 2 fois l'année dernière, enfin une fois l'année dernière, une fois l'année d'avant, et Dieu soit loué, il a été sauvé miraculeusement et donc vraiment nous le saluons, nous saluons toutes les forces palestiniennes qui œuvrent justement pour une vraie libération et pour en fait une vraie libération de la Palestine et pour une lutte populaire et le soutien de la lutte populaire palestinienne. Alors pour clore notre point sur la Palestine, on peut également souligner que début juillet, Netanyahou n'a pas fait d'annonce d'annexion. Parce que il avait annoncé que début juillet il le ferait, il l'a pas fait. Donc, bon. Alors là-dessus, je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup comment dire, il y a énormément d'opposition au sein de l'armée israélienne et au sein les renseignements israéliens et au sein de l'État israélien. Il y a beaucoup d'opposition parce qu'ils sentent que c'est très dangereux pour Israël et que s'ils continuaient comme ça va aller très loin et c'est plutôt contre les intérêts et contre la présence d'Israël, l'existence même d'Israël. Donc ils n'ont pas du tout envie de jouer à cette carte-là qui est très risquée, alors qu'ils critiquent Netanyahou qui est prêt à jouer tout pour fuir les procès pour vol d'argent et les procès pour corruption, etc. Personnellement, moi je pense que même s'il n'y avait pas de procès de corruption, il irait jusqu'au bout. Je le sens comme ça, Netanyahou, mais je peux me tromper, je ne fais que supputer. En tout cas, lui, il ne veut rien entendre, il est prêt à foncer, mais beaucoup de personnalités même dans l'État israélien lui rappellent quand même les défaites de 2006, la défaite de 2014 aussi face à Gaza, donc 2006 face au Liban, et qui disent que de toute façon ils ne sont pas prêts du tout à faire face à ce type de situation. D'un autre côté, il faut voir aussi qu'il y a une très grande fragilité au sein de l'État israélien et avec même sa population juive, où il y a eu hier, par exemple, énormément des manifestations très, très importantes, très violentes, qui ont été aussi combattues par les forces de police, etc., des Israéliens, en fait, des Israéliens juifs et des colons qui faisaient des manifestations contre
la négligence avec laquelle Netanyahou traite l'histoire du corona en Israël, où le nombre de cas positifs a dépassé un certain millier et le nombre de morts aussi commence à compter par milliers. Donc cette manifestation a été aussi réprimée par les forces de police. Et on constate de plus en plus des départs de colons d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a un retour à leur pays d'origine et un départ de la Palestine occupée. Parce qu'ils n'ont plus espoir de pouvoir vivre en paix un jour. En gros, c'est ça leur motivation. Absolument. On va parler maintenant de la Syrie. Et en premier lieu de l'impact du Code César, donc ça c'est, tu vas repréciser de quoi il s'agit exactement, sur la Syrie et sur le Liban. Alors le Code César, c'est un ensemble de mesures sanctions prises par les États-Unis. Ouais. Ces mesures sanctions, embargo en fait, qui d'ailleurs commence par exiger que la Syrie cesse son soutien aux forces de résistance, donc aussi bien la résistance libanaise que la résistance palestinienne, et qui aussi s'applique à toute personne ou toute société ou tout pays qui participe donc à l'économie syrienne ou à la reconstruction de la Syrie, etc. Alors ça, c'est pas un code, c'est une série de mesures unilatérales qui ont été votées par le Congrès américain, qui représentent une véritable agression contre la souveraineté de tous ces pays et qu'une véritable ingérence dans les autres pays aussi. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire le fait que le droit américain s'impose partout dans le monde, y compris face à des entreprises françaises, anglaises ou russes qui voudraient commercer avec l'Iran, avec la Syrie, avec les pays entre guillemets de l'axe du mal, qui évoluent en fonction de la stratégie américaine. En fait, c'est à la fois extraterritorialité, mais aussi à la fois autre chose, parce que extraterritorialité, elle s'applique sur les sociétés où les Américains ont une participation. Oui, sur les sociétés et sur les personnes. Sur les personnes. Non, sur les sociétés, en fait. Non, pas uniquement. Dans l'affaire justement Alcatel, où il y a un cadre d'Alcatel qui a fait la prison aux États-Unis, et donc il a fait la prison ferme. Donc c'est bien des individus qui sont aussi poursuivis. Et les PDG sont menacés. C'est pour ça qu'ils flippent, ils veulent pas être les personnes qui travaillent dans les entreprises américaines. Elles sont poursuivies. C'est pas juste l'entreprise qui est condamnée à payer. C'est carrément les personnes qui peuvent être condamnées et amenées en prison. C'est pour ça que les entreprises elles flippent autant. Sinon, ils paieraient éventuellement les amendes ou autres. Donc non seulement il y a ça, et après il y a des mesures beaucoup plus coercitives aussi. C'est quelque chose qu'on appelle loi, mais qui n'a absolument aucune force de loi. Voilà, c'est le Far West. Il a une force effectivement, comme tu dis, c'est le Far West. Il a une force de force. Ils utilisent le dollar de la même manière. Ils utilisent aussi le système d'échange interbancaire SWIFT de la même manière. Ils utilisent tous les leviers qui sont en leur possession, ils les utilisent pour faire pression d'une manière ou d'une autre. Et là on parle que de la face émergée de l'iceberg. Après, si on commentait l'affaire Epstein, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Mais ce n'est pas le lieu et ce n'est pas le sujet. Non, c'est bien quand même de le rappeler. Et en fait, on l'appelle Code César, alors qu'il n'y a rien de code. D'un code, c'est quelque chose qui a été voté par le Congrès américain et qui est contraire aux lois internationales, qui est complètement illégal et qui est complètement contraire aux principes de base de la charte de l'ONU, qui est le respect de la souveraineté des autres pays et la non-ingérence. En fait, c'est la population qui en souffre en premier, et l'espoir pervers qu'il y a derrière, c'est que la population se retourne in fine contre ces dirigeants, ce qui n'arrive en général pas ou peu. C'est rarement le cas, et c'est pas le cas en Syrie en tout cas. Mais sinon aussi, je voudrais rappeler qu'ils utilisent aussi le moyen des assassinats, puisqu'ils ont aussi assassiné le général Soleimani, qui était d'ailleurs
Un héros, il était considéré comme un héros. Un héros iranien, mais un invité distingué de l'Irak, et ils l'ont assassiné aussi bien en Irak, donc avec tout un tas de généraux et de grandes personnalités irakiennes. Ce que tu voulais dire, c'est qu'il était en mission diplomatique. Il était en mission diplomatique, c'est ça, hein, je me rappelle. Il était l'invité de l'Irak, et en fait, il n'était même pas caché. Il était à bord d'un avion civil. Il est descendu à l'aéroport. Là-dessus, je suis ravi de savoir et de vous faire savoir qu'il y a eu une condamnation au Conseil des droits de l'homme par la bouche et le rapport d'Agnès Calamard, qui trouvait que c'était un fait qui est une véritable violation en fait du droit international, une véritable violation de la souveraineté des peuples et des pays, et donc c'est une agression arbitraire contre des personnes qui ne voulaient et qui n'avaient absolument aucun projet, un mauvais projet qui pourrait menacer les intérêts américains ou la présence américaine ou des êtres américains, comme le prétendaient les États-Unis, parce que Trump prétendait que c'était de la self-defense, en fait. Oui. Il faut rappeler, c'est bien de rappeler, les assassinats ciblés, même si c'est la mode depuis 20 ans, depuis le 11 septembre, les États-Unis se font justice et ils ciblent des soi-disant terroristes. Au départ, c'était ça, hein, ils ciblaient des terroristes. C'est la loi des cowboys. Voilà, et ça n'a jamais été légal au niveau du droit international, c'est bien de le rappeler. Alors, on va parler maintenant des C'est une très bonne chose que ce soit dénoncé. Que ce soit dénoncé et puis condamné, même si on peut penser que cette condamnation, les Américains, ils n'en feront rien. Mais ils n'en feront rien, mais de toute façon, il est important de faire valoir le droit international dans les structures et les instances internationales, alors que même ça, c'était difficile, vu la domination des États-Unis. C'est vrai. Alors, on va parler maintenant on revient à César, la Syrie. La Syrie, effectivement, je voudrais signaler le fait que l'application de cet embargo, qui est très très fort contre la Syrie, vient en conjonction avec des agressions très très violentes, aussi bien de la part des Américains que de la part de leurs alliés turcs au niveau de la Syrie, mais des agressions contre les agricultures syriennes. Donc, on a parlé la dernière fois qu'ils brûlent systématiquement les récoltes ils ne peuvent pas voler. Les volent. Voilà. Ça continue d'ailleurs. On voit clairement que l'objectif est d'affamer le peuple syrien, le mettre à genoux pour le tuer, quoi, l'affamer et lui imposer un diktat américain qu'il refuse. Qu'il continue à agresser aussi par le biais des forces dites de Qassad, là, les FDS, les forces dites forces démocratiques syriennes, qui sont alliées et soutenues par les États-Unis. Ils continuent à bloquer l'eau sur les villes de Hasakeh. Ils continuent aussi à piller le pétrole syrien. Ou des citernes entières, 35 à 40 citernes qui partent systématiquement vers l'Irak, qui sont le pétrole volé syrien, alors que le peuple syrien souffre du manque de pétrole et de produits pétroliers, en même temps on va parler un petit peu de FDS vont continuer à occuper les centres de distribution d'eau à Hasakeh et empêchent les techniciens de l'État syrien de remettre la centrale d'eau en état. Donc tous les jours pratiquement ils reprennent pardon, tous les jours ils sont en train de s'attaquer à cette centrale de distribution. Il y a des coupures d'eau, du coup. Ils coupent l'eau, donc tous les jours jusqu'au soir, et puis ça recommence. Et que les fonctionnaires de cette centrale essayent de la remettre en état,
les fonctionnaires qui travaillent aussi dans la direction de récupération ou même de gestion des céréales aussi, ils ont été mis hors de leur bâtiment administratif qui a été occupé aussi par FDS. Et là, au bout de 16 jours d'occupation et puis de rassemblement, de lutte en fait de toutes ces personnes qui travaillent tous ces fonctionnaires, dans ces deux ministères, etc. Aujourd'hui, ils ont pu reprendre leur ministère parce qu'il y a eu aussi des manifestations de la population contre FDS et qui, eux, sont allés loin aussi dans l'agression de la population en kidnappant des personnes, en les amenant à des endroits inconnus, etc. Et donc la population qui lutte, jusqu'à maintenant, elle luttait de manière assez civile, je dirais, et par la présence, là, il commence aussi à y avoir des grandes manifestations contre eux et puis même des attentats contre la présence américaine et contre la présence turque dans la région. Donc des explosions, des trucs comme ça. Alors, donc là, on appelle, en fait, effectivement, on ne peut que applaudir des deux mains à cette résistance populaire qui s'organise et qui commence à être efficace, je dirais, contre l'occupant américain et contre l'occupant turc, et qui arrive à faire repartir aussi des brigades entières américaines. Des convois américains, tu me parlais, attaqués par... qui venaient effectivement, qui ramenaient du matériel et puis des munitions, etc. à leurs bases qui sont des renforts, je dirais, à ces bases qui sont dans les lieux où se trouvent les puits de pétrole. Là, il les oblige à repartir parce que c'est l'unité, en fait, je dirais, entre la population et des personnes de l'armée et personnes même aussi qui luttent, en fait, de la résistance populaire qui agissent ensemble aujourd'hui pour mettre les Américains dehors. Et sinon, ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, notamment dans le gouvernorat de Hasake. Absolument, et puis Deir Zor aussi vers le nord. Et en Irak. À ce titre-là, oui. Et en Irak. En Irak, bien entendu, oui, tout à fait. Tu fais bien de le signaler parce qu'il y a un convoi américain aujourd'hui qui a été attaqué par des personnes armées, en fait. Des milices locales. Ils les ont arrêtés, ils ont fait descendre les conducteurs irakiens et puis ils ont fait exploser le matériel, le convoi, en fait, les voitures avec leur chargement. Par contre, les chauffeurs irakiens n'ont pas été touchés. Ils sont sains et saufs. À ce titre-là, vas-y. Je voudrais donc, comme on voit maintenant effectivement le positionnement des Américains, des Turcs, et puis la résistance syrienne, et pas à ce titre-là, je dirais indépendamment, mais en parallèle, il y a eu des réunions aussi politiques, c'est des protagonistes d'Astana, donc Poutine et Erdogan et puis le président Rouhani. C'était une réunion virtuelle, en fait, par Internet qui a eu lieu, dans laquelle Rouhani a insisté sur la nécessité que les Turcs doivent respecter l'intégrité et la souveraineté de la Syrie. Poutine aussi, d'ailleurs, a insisté sur le même point, qu'il y a une nécessité qu'ils se retirent rapidement des territoires syriens. Ils ont condamné le vol des ressources syriennes par les Américains et ils ont condamné aussi
le vol des ressources syriennes, aussi bien donc par les occupants, mais en précisant le vol du pétrole par les Américains, invitant donc la Turquie expressément, je dirais, à se retirer de la Syrie et de respecter la souveraineté syrienne et l'intégrité de ses territoires, mais aussi à appliquer, chose qu'ils n'ont jamais faite, des accords qu'ils ont signés à Astana, à Sochi, etc., à plusieurs reprises, et dont ils n'ont rien fait. Notamment le retrait de leurs forces, mais aussi faciliter le retrait des terroristes et arrêter d'alimenter les terroristes en armes et en renforts et en hommes. Et donc, en gros, arrêter de faire de la Turquie une base arrière pour les terroristes exactement. Du nord de la Syrie. Alors, avant de parler de l'accord militaire entre la Syrie et l'Iran, que tu as été amené à commenter, notamment sur différentes chaînes, j'aimerais que tu parles des législatives en Syrie. C'est un point important qu'on voulait aborder. Alors oui, à l'ombre de tout cela, il se passe aujourd'hui, et donc le 17 juillet, vont avoir lieu les élections législatives en Syrie. Donc élection du Parlement syrien, du Conseil du peuple. Il y a énormément, un nombre très important de candidats. Je voudrais dire que c'est aussi cette fois, ceci vient après la libération aussi d'une grande partie de la Syrie et du gouvernorat d'Alep. Et puis les dernières élections avaient eu lieu en 2014. En 2014, tout à fait. Et donc depuis, il y a eu Alep qui a été libéré, Deir Zor qui a été libéré, et cette année, une grande partie du gouvernorat d'Alep aussi qui a été libéré, et du gouvernorat d'Idlib aussi qui a été libéré, parce que Khan Sheikhoun a été libéré, Sarakid, etc. Donc, il y a un nombre très important de candidats, notamment beaucoup de candidats jeunes et patriotes, qui cherchent aussi à réussir. Il y a très peu à l'ombre de ces applications, de cette application de l'embargo économique qui est très dur pour la population. La plupart des campagnes électorales se font soit par des grands meetings de rue, soit par sur Internet, en fait, sur les réseaux sociaux. On voit très peu d'imprimés, en fait, contrairement à d'habitude, parce que les imprimés coûtent cher, etc. Et la plupart des interventions et puis de la volonté, je dirais, de ces jeunes, c'est surtout consacrer l'indépendance nationale, surtout se battre contre les occupants, se battre aussi pour une véritable une autonomie économique de la Syrie et pour relancer l'économie notamment. Alors on voit qu'à Alep il y a beaucoup de jeunes et des hommes d'affaires, un nombre important d'hommes d'affaires qui se présentent aussi pour pouvoir relancer l'économie. Je peux dire quand même, vous vous souvenez, Alep est je dirais la capitale économique de la Syrie, où il y a nombre important de fabriques, d'usines, etc., dont un certain nombre important a repris après la libération, mais certes à l'ombre à l'ombre à la fois du corona qui a provoqué une crise économique et des sanctions américaines et de l'embargo, souffre quand même beaucoup du manque de matières premières ou de pièces de rechange, etc. Mais en fait, il est certain que les amis de la Syrie ont déclaré à plusieurs reprises aussi qu'ils ne laisseront pas la Syrie, ils ne laisseront pas la Syrie seule
dans cette épreuve de Alors, pour César. revenir aux législatives. Et les législatives, elles ont lieu le 19 juillet, 19 ou le 17 juillet, j'ai dit. Dans quelques jours. Oui, dans quelques jours, tout à fait. Et puis, bon, donc il y a aussi un nombre important de femmes. Je voudrais signaler ça, c'est très intéressant de voir. Et je voudrais dire aussi que les femmes en Syrie ont été aussi protagonistes dans ces 10 années de lutte, en fait, dans l'aide et l'entraide par rapport à la population, dans la résistance du peuple, et puis dans les liens qu'elles ont pu faire entre l'armée, le peuple, et aussi entre les différentes parties du peuple pour resserrer les liens de la solidarité, les liens de l'aide, de l'entraide, etc. Parce qu'il y a eu énormément d'associations qui ont été faites, qui ont été montées par des femmes justement pour aider à résister. Donc, en fait, on va voir les résultats de ces élections, qui sont aussi contestées par les ennemis, comme d'habitude, mais peu importe, la population est très mobilisée et donne beaucoup d'importance à ces élections. Eh bien, on va voir aussi à quel point donc l'opposition va trouver des postes aussi. Je parle de l'opposition politique comme il peut y avoir dans n'importe quel pays, avec le contexte que celui-ci est en guerre. Il y a des partis d'opposition qui sont en Syrie, mais il est clair que la ligne de clivage au niveau de ces élections, c'est la ligne la plus importante, c'est entre les patriotes et les traîtres. C'est clair. Alors, quand on parle d'opposition, il y a une opposition qui est à l'extérieur, qui est vraiment liée à l'ennemi. Oui, non, je ne parlais pas de celle-là, moi je parlais de celle qui participe aux législatives. Non, mais c'est bien que tu en parles parce que ça me permet de préciser aussi. Oui, c'est vrai. Et que cette opposition-là, elle n'ose même pas mettre les pieds en Syrie, en fait. Elle n'ose même pas proposer un candidat. Par la population. Ceci dit, au niveau, il y a une opposition, effectivement, des partis qui ne participent pas au pouvoir, qui se présentent comme tout le monde. Il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de candidats aussi de ce qu'on appelle le Front populaire, qui est représenté par cette partie, en fait, qui est cette partie politique qui participe au pouvoir dans le cadre de ce front. Très bien. Bon, on avait parlé du contexte de l'opposition dans un autre site trep, je me rappelle. On va parler maintenant de l'accord militaire entre la Syrie et l'Iran qui est en train d'être signé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il a été signé, d'accord? Effectivement, oui. Et c'est très bien, en fait, dans ce contexte, justement, quand on voit cet accord, il vient non seulement, je dirais, en réponse à cet assassinat du général Soleimani, mais aussi, il vient aussi en réponse au Code César, en fait, et à la crise au Liban, provoquée au Liban, et à la crise provoquée dont on va parler juste après. Et qui vient donc sceller les liens stratégiques, économiques, politiques et sur le plan du renseignement, sur le plan du développement entre la Syrie et l'Iran. C'est hautement stratégique. La Syrie, absolument, mais pas seulement, mais aussi la Syrie avec ses alliés. D'accord. Parce que on parlait du premier point du Code César, c'est aussi laisser tomber les résistances, mais aussi couper les relations avec l'Iran. Et on sait que c'était ça aussi qui était demandé par Colin Powell en 2003, quand il est venu voir le président Assad et il lui disait qu'il fallait couper les ponts entre la Syrie et l'Iran, et la Syrie et la résistance palestinienne et toutes les résistances, la résistance libanaise. Or, en fait, tout ceci montre que non seulement il ne coupe pas, mais on renforce nos relations avec nos alliés, on devient une relation stratégique, et suite justement les appels qui ont suivi l'assassinat de Soleimani, qui est de débarrasser l'ensemble de la région de la présence américaine et de toute agression, ça continue, ça se réalise peu à peu par ce renforcement du front de la résistance, donc entre la Syrie,
l'Iran, la Syrie d'abord, l'Iran et la résistance palestinienne, l'Iran et la résistance libanaise, et puis l'Iran et la résistance irakienne. Donc, avec en toile de fond des pays amis, des pays alliés comme la Russie, la Chine, le Venezuela, il ne faut pas les oublier. Tout à fait. Alors, ils ne font pas partie du front de la résistance. L'accord aux pays du front de la résistance, c'est effectivement l'Iran, l'Irak, la Syrie, la résistance palestinienne, les résistances libanaises et la résistance yéménite. Et en fait, par contre, les pays amis, qui sont la Chine et la Russie, et qui sont dans le cadre d'une alliance beaucoup plus large, qui est une alliance contre l'hégémonisme politique des pays comme des pays de l'OTAN et surtout des États-Unis qui imposent plein de choses à tout le monde, etc. Avec notamment le groupe de coopération de Shanghai, etc. quoi. Voilà, exactement. Ok. Alors, on va parler maintenant du Liban parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. De ce fait, justement, vas-y, pardon, excuse-moi. Dans ce cadre-là, en fait, les solutions, je dirais, à la crise libanaise proposées aussi par le Hezbollah et proposées par l'Iran, c'est de pouvoir alimenter le Liban avec des produits pétroliers pas iraniens, mais échangés avec la monnaie libanaise, avec la monnaie libanaise, donc pas besoin de dollars. La Chine qui a proposé aussi dans ce cadre-là de faire des projets, notamment un grand projet de chemin de fer tout le long de la côte en BOT, c'est-à-dire que sans aucun centime d'avance, mais avec la possibilité de se rembourser sur l'exploitation et sur le gain occasionné par le projet. C'est très malin ça. Mais c'est très chinois. C'est très bien parce que c'est justement les pays gagnant-gagnant. Pas d'argent, oui. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Que aussi même une aide à exploiter le pétrole. Alors on sait que les Américains veulent imposer au Liban aussi de donner ou de mettre des nouvelles frontières en fait entre lui et Israël, notamment sur les puits de pétrole, les gisements de pétrole qui sont dans la Méditerranée, et il voudrait que Israël puisse avoir la plus grande partie. Et le Liban cède sa partie. Or là, effectivement, aussi, le Hezbollah riposte et puis lance un plan d'autonomie développement, un plan qui s'appelle le plan du jihad économique, c'est-à-dire qu'on travaille la terre, on retravaille l'agriculture de manière à avoir une autonomie de production au niveau de ce que nous mangeons, et puis il lance aussi l'économie, les petites industries, l'industrie de transformation, etc., de manière à ce que le Liban sorte de cette dépendance rapport aux produits importés et de la dépendance aussi du dollar. Donc, parce que c'est ça, en fait, ce que tu décris, Aïssa, excuse-moi de te couper, c'est qu'effectivement, la crise que tu m'expliquais en préparant cette émission, elle a divisé en fait le Liban en deux camps. D'un côté, les pro-américains qui sont pro-FMI, de fait, et qui voudraient voir appliquer la mesure 1551, en gros le désarmement du Hezbollah, pour faire simple, et de l'autre côté ceux qui sont pro-résistance, avec une ouverture sur la Chine et l'Iran, etc. Et effectivement, donc c'est une crise économique qui se transforme, qui est également une crise monétaire, puisque ça touche aux capacités d'importation du Liban, et on voit bien que les mesures imposées ou préconisées par la Banque mondiale et le FMI depuis les années 50, 60, 70, et très fort à partir des années 80, qui étaient de spécialiser les économies des différents pays pour les forcer à importer, parce qu'à partir du moment où on se spécialise, on abandonne. Si le Mali se spécialise dans le coton, il va faire beaucoup moins d'agriculture vivrière, c'est-à-dire l'agriculture qui va nourrir sa propre population, et ils vont perdre en autonomie.
Et donc le côté positif, entre guillemets, qu'espéraient les mondialistes, c'était l'interdépendance des pays et donc la paix mondiale. Mais on en est loin. Et par contre, on voit des crises à répétition parce que du coup, les économies sont devenues insensées. Elles sont devenues insensées, c'est-à-dire que les pays importent la nourriture alors qu'auparavant, elles étaient autosuffisantes. Voilà, donc c'est très très bien de souligner. On va pas forcément avoir le temps de parler des réfugiés au Liban et de l'aide humanitaire en Syrie, parce que c'est des choses importantes. Il faut avoir plusieurs minutes pour en parler. Je voudrais notamment juste dire rapidement qu'il y a eu une réunion à Bruxelles qui s'est tenue à Bruxelles hier entre donc tous les pays de l'Union européenne et avec l'opposition syrienne dont tu parlais, c'est l'opposition liée donc à l'OTAN. Qui voulait reconduire en fait la possibilité de faire rentrer en Syrie de l'aide humanitaire sans passer par l'État syrien, notamment donc par le passage au Bab el-Hawa qui est entre la Turquie et Idlib. Et en fait, il y a eu de ce fait deux vétos, en fait, qui est le veto russe et chinois, puisque la proposition, il y a eu une contre-proposition russe qui est de dire, bon, ok, s'il y a une volonté sincère, je veux dire, d'aider la population syrienne, d'une part, on ne fait pas l'embargo, puisque ce sont les mêmes pays qui font l'embargo contre la Syrie. Et d'autre part, il faut traiter avec l'État syrien et il faut passer par toutes les portes et non pas par la porte turque qui ne conduit qu'aux terroristes. Et donc, bien sûr, cette proposition russe a été refusée aussi. Donc, voilà, là, pour tout dire, cette décision, je veux dire, elle veut tout dire et à quel point on veut agresser le peuple. C'est le peuple syrien qui est visé et ce n'est pas du tout une aide. Et que cette aide, la prétendue aide alimentaire, elle est faite pour les terroristes et pas du tout pour le peuple syrien. Sinon, on passerait Sinon, il n'y a qu'à lever les sanctions. Hein, c'est tout simplement. Le peuple syrien s'en trouvera bien mieux et puis il était autonome, il ne demandait rien à personne. Alors j'ai attiré ton attention en préparant cette interview sur un article de RT qui parlait d'une saisie en Italie de 14 tonnes de Captagon produits en Syrie par l'État islamique. Donc là c'est plus comme avant où le Captagon était importé en Syrie alors qu'il était produit en Bulgarie. Là visiblement il est produit directement sur place et il est même exporté dans le monde. Est-ce que tu peux commenter à quel effet je veux dire, c'est un fait qui parle de lui, il n'y a pas besoin de commentaires. Les terroristes de Daesh, l'État islamique, ils ont été importés par les Américains, les Turcs, etc. Et ils sont en Syrie maintenant. Ils ont créé leurs propres petites usines de Captagon, mais aussi des usines d'explosifs, du côté d'Idlib, c'est ça? Et oui, parce que jusqu'à présent, on continue à découvrir des stocks d'armes, des stocks de drogue et des stocks d'explosifs. En fait, l'explosif le très très fort, là, le C4, hein, et en fait, on le trouve à chaque fois qu'on balaye un peu les lieux délaissés par les réfugiés par les terroristes avant leur fuite, on voit que il y a que ça, et donc effectivement la volonté c'est de transformer la Syrie en plateforme tournante de la drogue et puis de la destruction des pays autour et de tous les pays du monde, parce que il faut quand même noter que le Captagon c'est pas n'importe quelle drogue, hein, parce qu'on parle là de la drogue du terroriste, c'est une drogue qui enlève l'empathie, notamment des choses assez graves, quoi. Donc on se peut se demander, transforme les gens en véritables bêtes féroces. Voilà, donc on peut se demander là-dessus, je voudrais signaler on peut se demander, excuse-moi Issa, à quelle intention, est-ce que c'est uniquement pour l'argent ou pas, justement à des intentions encore de provoquer des guerres civiles ou voilà, que ça se retrouve à 14 tonnes, c'est pas rien en Italie.
absolument. Et c'est des intentions de destruction quand même de la population. Ah oui. Et je voudrais dire quand même pourquoi l'Italie est visée. L'Italie est visée parce qu'elle commence aussi réellement à avoir des relations un peu plus privilégiées avec la Chine et que les États-Unis voudraient les sanctionner. Et ce sont les États-Unis qui dirigent toutes ces actions terroristes. Et de destruction des populations, en fait. Il est important de voir que le Pentagone, c'est à la fois terrorisme, mais c'est aussi destruction de toutes les populations du monde. Et à ce titre-là, je voudrais aussi ajouter que le peuple syrien s'est battu non seulement pour se défendre, mais il s'est battu pour défendre tous les peuples du monde. Et ça, c'est important. Et il se bat depuis 10 ans pour ça. Et il est important qu'on reconnaisse ça et puis que toute la solidarité et tous les liens de solidarité et de lutte commune se resserrent autour du peuple syrien. Ouais. Alors une dernière info que je vais te demander de commenter l'État syrien. Ouais, avant de clore l'interview, c'est l'exercice qui a lieu en ce moment. Les troupes américaines qui sont présentes en France, c'est un exercice dans le cadre de l'OTAN. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il y a des troupes américaines sur le sol français depuis 1966. Donc c'est quand même un événement notable. C'est symbolique, mais c'est quand même ça montre bien. Bizarrement, ils éprouvent maintenant le besoin de faire des manœuvres effectivement en Europe, etc. Et à mon avis, ce n'est pas fortuit ni gratuit. C'est quand même, ça cache quelque chose, ça cache une volonté de préparer la guerre quelque part. Ou sinon, ou aussi parce que c'est lié à certains peut-être déclarations de certains pays de l'Union européenne, aussi de Macron, de prendre ses distances par rapport aux États-Unis et puis d'aller aussi lier des rapports avec la Russie et autres. Je rappelle quand même ce qu'avait dit Merkel, c'est qu'on constate quand même que les Américains, on ne peut plus compter sur les Américains dans l'OTAN, nous allons en tirer les conséquences. Et bien sur cette analyse, Aïssar, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour tes points de vue et pour ton franc-parler. Merci et je te dis à très bientôt. Je te remercie Raphaël et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you.